Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec les tensions en péninsule coréenne. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye a plaidé en faveur de mesures fortes contre la République populaire démocratique de Corée, qui a récemment procédé au lancement d'une fusée et à un essai nucléaire. Dans un discours prononcé au Parlement, la présidente Park a indiqué que la Corée du Sud ne devait pas compter sur le reste du monde pour traiter avec Pyongyang, mais qu'elle devait mobiliser toutes les ressources possibles pour résoudre elle-même les problèmes. Elle a de plus défendu sa décision de fermer le complexe industriel de Kaesong, situé en République populaire démocratique de Corée, en expliquant que cela aiderait à forcer Pyongyang à abandonner son programme nucléaire. De son côté, la République populaire démocratique de Corée a affirmé que la fermeture de Kaesong était une déclaration de guerre. L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a annoncé que les États-Unis enverront 4 avions de chasse furtifs F-22 en Corée du Sud pour démontrer leur force militaire face à la RPDC. Le chasseur F-22 a une fonction furtive pouvant échapper au radar. Il est capable de transporter des bombes et des missiles nucléaires, tandis que sa portée opérationnelle peut atteindre les 2200 km. Les F-22 sont actuellement déployés dans la base aérienne américaine d'Okinawa au Japon et peuvent atteindre la péninsule coréenne en 2 heures environ. Le ministère chinois des Affaires étrangères s'est exprimé contre un possible déploiement du système antimissile américain THAAD en Corée du Sud. Un expert chinois a déclaré à CCTV que le déploiement ne va pas contribuer à régler les tensions dans la péninsule coréenne, mais va au contraire susciter une course aux armements dans la zone Asie-Pacifique. L'un des systèmes de défense antimissile les plus avancés, le système américain THAAD, peut intercepter et détruire des missiles balistiques aussi bien dans l'atmosphère qu'à l'extérieur. À présent, la Corée du Sud permet aux États-Unis de le déployer dans la base militaire américaine qu'ils y ont, une décision prise suite au lancement d'une fusée par la RPDC, République populaire démocratique de Corée, le 7 février. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que ce geste menace la sécurité du pays. La couverture du système THAAD et spécialement son radar en bande X va bien au-delà du besoin de défense de la péninsule coréenne et aura une portée jusqu'à l'intérieur du continent asiatique. Cela va directement nuire aux intérêts stratégiques de sécurité, non seulement de la Chine, mais des autres pays en Asie. L'expert chinois Yang Xiyu dit que d'un point de vue technique, le système THAAD ne protégera pas la Corée du Sud. Et ceci parce qu'il ne fonctionnera que contre des missiles balistiques de moyenne ou de longue portée, mais pas contre ceux de courte portée comme ceux de la RPDC qui menacent Séoul. Le radar du système THAAD atteint 2000 km, ce qui est bien plus vaste que les 300 km de la Corée du Sud. S'il est déployé, son rayon de surveillance pourrait couvrir les régions extrêmes orientales et sibériennes de la Russie et la plupart de la Chine orientale. Il est clair qu'il vise la Chine et la Russie. L'expert Yang Xiyu avertit que le déploiement possible acculerait la Chine à 2 options, chacune d'elles ne bénéficiant à aucune partie. Une option pour la Chine est d'améliorer la capacité de frappe et de pénétration de ses missiles. L'autre est de construire son propre système antimissile. Chacune des 2 options va stimuler la course aux armements dans la région. Donc nous en appelons aux parties concernées pour considérer soigneusement cette décision qui entraînera des implications négatives. Revenez pour régler la racine de la menace des missiles de la RPDC, mais ne créez pas de nouveaux problèmes. Les ministres des Affaires étrangères de la Chine et de la République de Corée ont organisé leur 7e dialogue stratégique de haut niveau ce mardi matin à Séoul. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Zhang Yesui ainsi que le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Ling Su-nam sont les coprésidents de cette rencontre. Les 2 parties devraient échanger leur point de vue sur les relations bilatérales, sur la situation actuelle en péninsule coréenne ainsi que d'autres questions d'intérêt mutuel. En Asie toujours, la commission de sécurité du Conseil législatif de Hong Kong a tenu une rencontre spéciale aujourd'hui pour discuter de la manière dont la police a géré les émeutes de Mong Kok. Le secrétaire de la sécurité du bureau a déclaré que durant le plus fort des émeutes, il y a eu près de 700 personnes rassemblées dans 14 rues et plus de 2000 dalles arrachées. Il a critiqué l'attitude des émeutiers qui ne respectent pas la loi.
L'officiel a également déclaré que plus de 90 policiers avaient été blessés. Il a ajouté que la police ne tolérerait jamais les émeutes et qu'elle enquêterait pour savoir si des groupes ont été impliqués. Depuis lundi, 68 personnes ont été arrêtées et 41 ont été inculpées. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a fait savoir qu'une commission d'enquête indépendante sur les émeutes de Mongkok était inutile. C'est lundi par voie de communiqué que le gouvernement de Hong Kong a déclaré que les émeutes survenues sur l'île étaient un incident violent et d'ajouter que la police avait ouvert une enquête visant à conduire les coupables devant la justice. Le gouvernement a précisé que Hong Kong profitait maintenant d'un accès libre à l'information et que la région administrative spéciale était une société très démocratique et transparente. Dans le communiqué, il est précisé que les Hongkongais bénéficient de la liberté d'expression et sont à même d'exprimer leurs opinions et leurs aspirations concernant les problèmes sociaux et le gouvernement en utilisant différents moyens. Cependant, les commentaires et les demandes ne peuvent être exprimés sous la forme d'actes violents ou illégaux. Par ailleurs, l'ex-chef du bureau de la sécurité de Hong Kong, Ambrose Lee, a déclaré lors d'une émission de radio qu'il était choqué par les émeutes survenues à Mongkok. Il a évoqué des forces politiques derrière ces affrontements, des forces qui incitent la jeunesse à prendre de mauvaises décisions. Enfin, il a ajouté que ces émeutes avaient été préméditées et que les participants avaient tendu une embuscade aux officiers de police durant le festival du printemps, période au cours de laquelle la présence policière est réduite. En Russie, une puissante explosion a provoqué l'effondrement partiel d'un bâtiment résidentiel dans la ville de Yaroslav tôt ce matin. Selon les responsables, 4 personnes ont été tuées, mais beaucoup pourraient être encore coincées sous les décombres. En effet, 40 personnes sont supposées habiter dans la partie effondrée du bâtiment. Les secouristes et les pompiers sont sur place à la recherche d'éventuels survivants. Des hélicoptères ont été dépêchés depuis Moscou pour aider dans les efforts de secours. Les autorités pensent qu'un équipement au gaz défectueux est à l'origine de cette explosion. Chaque jour, près de 2000 réfugiés entament un dangereux périple en bateau en direction de l'Europe. Ce nombre a été multiplié par 10 par rapport à l'année dernière, mais un nouveau plan a été mis au point par l'OTAN afin d'enrayer cette augmentation et de sauver des vies par la même occasion. Des secouristes turcs font tout leur possible pour arriver sur place aussi vite qu'ils le peuvent. Une embarcation d'une dizaine de mètres transportant des réfugiés syriens vers la Grèce a chaviré. Un garde-côte plonge pour venir en aide à un survivant. Pelen Hussein est accroché à la seule partie du bateau qui émerge encore. Lorsqu'il est ramené à bord, il tremble de peur et de froid. Surtout, il est en état de choc. Le temps qu'il a passé dans les eaux froides fait qu'il souffre d'hypothermie. Le sergent qui l'a repêché le calme et le prépare pour son évacuation par hélicoptère. Hussein est emmené à l'hôpital. Il survivra, mais personne ne sait ce qu'il adviendra de lui par la suite. Et Hussein fait partie des plus chanceux. Seulement 6 personnes ont survécu à ce naufrage. Les autres passagers, 16 adultes et 11 enfants, sont morts noyés. Depuis le début de l'année, l'Organisation internationale des migrations estime que plus de 70 000 réfugiés ont fait le choix de cette traversée. Plus de 300 d'entre eux ont péri en chemin. Nous envoyons des navires dans la direction appropriée. La semaine dernière, le commandant en chef des forces alliées de l'OTAN a annoncé une nouvelle mission et plusieurs navires ont immédiatement été envoyés en direction de la mer Égée. Il ne s'agit pas d'arrêter ou de repousser les bateaux de réfugiés. L'OTAN souhaite contribuer aux missions de surveillance visant à empêcher le trafic humain et les réseaux criminels. L'OTAN tente d'identifier les passeurs qui affrètent ces bateaux. À l'heure actuelle, la seule certitude de l'organisation tient à la route empruntée par les réfugiés. Leur voyage débute en Syrie, d'où ils s'échappent en passant par la Turquie. Ils embarquent ensuite en direction des îles grecques qui se situent dans la mer Égée. Puis de Grèce, les réfugiés tentent d'atteindre l'Allemagne et d'autres États européens. D'autres réfugiés font le même voyage depuis l'Irak, l'Afghanistan et l'Érythrée. Cet afflux pourrait amener l'OTAN à étendre son intervention au-delà de la mer Égée. Ce point est actuellement en cours de discussion. Des avions saoudiens se posent à l'heure actuelle dans la base turque d'Incirlik. L'Arabie saoudite se dit prête à envoyer des troupes au sol en Syrie si l'OTAN et la coalition menée par les États-Unis en font de même. Merci de rester avec nous pour la seconde partie de cette édition. C'est maintenant l'heure du monde de l'économie qui vous est aujourd'hui présenté par Jonathan Messina. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous propose de commencer par les performances du jour des principales places financières asiatiques.
Les bourses chinoises ont terminé en hausse mardi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A clôturé à 2968,33 points, en hausse de 3,30%. Et l'indice des actions B a clôturé à 357,14 points, en hausse de 1,80%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A fini à 1904,97 points, soit une hausse de 4,11%. L'indice des actions B a clôturé à 1143,45 points, en hausse de 2,04%. La bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,20% mardi. L'indice des 225 valeurs vedettes a ainsi augmenté de 31,85 points à 16 054,43 points. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré que le gouvernement chinois resterait vigilant pour maintenir la stabilité financière. Lors d'une réunion du Conseil des affaires d'État tenue lundi soir, il a déclaré que les fluctuations des marchés boursiers mondiaux apporteraient de grands défis et une incertitude à l'économie chinoise. Il a cependant ajouté que l'économie chinoise serait stable avec des hausses de revenus et davantage de création d'emplois. Les commentaires du Premier ministre interviennent après la chute de ces derniers jours des marchés boursiers mondiaux qui ont déclenché de nouvelles inquiétudes sur la reprise mondiale. Li Keqiang a également affirmé que le gouvernement chinois devait rester vigilant et garder le marché financier stable. Il a indiqué que la politique gouvernementale de l'an dernier pour les marchés boursiers et de change était correcte et qu'elle avait permis d'éviter avec succès des risques systématiques. Toutefois, il a précisé que les régulateurs devaient également tirer des leçons et garantir que les supervisions restent efficaces et suffisantes. À partir de mardi, la Banque du Japon suivra une politique de taux d'intérêt négatif. Conformément à la nouvelle politique, elle prélèvera 0,1% sur les réserves excessives déposées à la Banque centrale par les banques nippones. L'objectif est d'inciter les banques, les entreprises et les épargnants à dépenser et investir. Au départ, près de 10 000 milliards de yens, soit 88 milliards de dollars de réserves bancaires seront soumises au taux d'intérêt négatif. Cependant, certains analystes considèrent déjà que ce plan constitue un échec, Tokyo n'ayant pas les moyens de stimuler la croissance économique. Ces derniers mois, le cours de l'or a augmenté pour se rapprocher d'un plus haut annuel. Des précisions en images. Le métal jaune est de nouveau à la mode. L'or a en effet tendance à briller lors des périodes d'instabilité économique. La question des taux d'intérêt dans le monde est l'un des principaux facteurs. En lien avec cela, les investisseurs ont modifié leurs attentes au sujet de la hausse des taux de la Fed. Elles sont beaucoup plus basses et l'idée générale, c'est une idée qui fait peur et que les banques centrales n'ont d'autre choix que d'aller dans ce sens et cela donne un sentiment de panique. Car l'or est considéré comme une valeur refuge durant les périodes déflationnistes, mais aussi inflationnistes. Dans le cas d'un scénario déflationniste, nous allons avoir plus de taux d'intérêt négatifs, plus de dévaluation de devises et une hausse du prix de l'or. Et dans un scénario inflationniste, nous allons avoir des taux d'intérêt plus élevés, mais également en réponse à cette inflation, un intérêt toujours croissant pour l'or. Pour d'autres, le récent intérêt pour l'or s'explique par la faiblesse des cours du pétrole. Le pétrole a des cours qui jouent le rôle d'indicateur déflationniste. Il baisse pour une bonne raison, car il existe de nombreux pays producteurs de pétrole dans une partie du monde qui connaissent des troubles graves, mais aussi des troubles déflationnistes. Quand le pétrole baisse, l'or a tendance à monter. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le pétrole est à la hausse et l'or à la baisse, à l'opposé exact de ce que nous avons connu au début de la décennie. Les investisseurs chinois se sont eux aussi laissés prendre au jeu. Selon le Conseil mondial de l'or, la Chine est l'un des principaux consommateurs d'or. La demande a augmenté de 3% au quatrième trimestre en glissement annuel et la demande pour les pièces d'or a également augmenté de 25%. Les Chinois ont des mines d'or et ils sont certainement dans le rouge, car ils extraient de l'or de très basse qualité qui leur coûte très cher, probablement 1 500 $. Et ils encouragent également leur population à en posséder davantage. Donc les Chinois croient fortement que l'or va augmenter.
Il est très probable que le prix de l'or atteigne 1350 voire 1400 $ d'ici la fin de l'année. Mais sur le long terme, je le vois atteindre de nouveaux records, jusqu'à 3000 voire 5000 $. Que ce soit la chute des cours du pétrole, les taux d'intérêt négatifs ou la faiblesse du dollar, les facteurs encourageant cette montée de l'or ne manquent pas. Le commerce électronique transfrontalier pourrait devenir l'un des moteurs du commerce extérieur chinois. Les habitants de Shenzhen ont su profiter du système pour acquérir des produits importés durant la fête du printemps. Explication. Le shopping transfrontalier est devenu à la mode dans la zone de Tianrai à Shenzhen. Les touristes viennent ici pour sélectionner leurs produits parmi des milliers de biens achetés en ligne. Nous avons acheté du vin directement de la cave et les prix sont bas. C'est même moins cher qu'à Hong Kong. Acheter des produits directement à la sortie de l'usine permet de maintenir les prix bas. Acheter en ligne est toujours une bonne option. Les prix sont jusqu'à 25% moins chers que dans les boutiques grâce à une politique de taxation favorable. Beaucoup d'habitants en tirent avantage. Je suis venue ici spécialement pour acheter des produits importés, des choses à manger, des choses à utiliser. Et c'est pratique pour moi. Plus d'1 million de yuan de produits ont été importés via Tianrai l'an dernier. Les experts disent que la hausse du volume commercial pourrait aider au développement d'une chaîne industrielle. Nous pourrions rassembler toutes les activités ici à Tianrai, comme les expos, les capitalisations, la logistique, etc. De cette façon, nous pourrions former un écosystème complet. La Chine espère utiliser le commerce électronique transfrontalier pour maintenir la croissance de son commerce extérieur. Des programmes pilotes ont été lancés à Shanghai et Hangzhou. En même temps, différents programmes gouvernementaux travaillent à échanger les informations pour améliorer leur efficacité opérationnelle. La fête du printemps est finie. Le congé d'une semaine a une fois de plus montré l'appétit grandissant des Chinois pour les achats, les sorties au restaurant et les voyages. Les dernières statistiques du ministère du Commerce font apparaître un nouveau record de dépenses dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration du pays, avec des recettes accumulant 750 milliards de yuan, soit 115 milliards de dollars. C'est une hausse de 11% par rapport à la même période l'an dernier. La plupart des dépenses de vacances s'est portée sur l'alimentation, le tabac et l'alcool. La bijouterie et les équipements numériques ont aussi été des articles populaires pendant les vacances. Les données montrent aussi que les ventes au box-office dans les cinémas, pendant les 3 premiers jours de Nouvel An chinois, ont bondi de 80% par rapport à l'an dernier, à 1,7 milliard de yuan. C'est presque égal au total de la totalité du congé d'une semaine de l'an dernier. Le tourisme est devenu une option populaire pour les Chinois riches. À l'intérieur, les activités traditionnelles de la fête, les sources thermales et les sports d'hiver ont grandement bénéficié des sorties des gens. On estime à plus de 5,7 millions les voyages à l'étranger effectués par des Chinois pendant les vacances. Les 3 destinations les plus populaires étaient la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud. Et les touristes chinois sont en effet connus pour leur capacité à dépenser lorsqu'ils sont à l'étranger. Mais les choses sont en train de changer. Ce n'est pas leur pouvoir d'achat qui évolue, mais plutôt le type de produit qui les intéresse. On les appelle souvent les porte-monnaies ambulants. Les touristes chinois envahissent les centres commerciaux en France armés de cartes de crédit et d'argent comptant. Les autorités françaises estiment que 2 millions de touristes chinois ont visité la France en 2015, une augmentation de plusieurs milliers de personnes. Et en moyenne, chaque touriste chinois dépense plus de 5 000 € en France. 47% de leurs dépenses sont consacrées au shopping. C'est pour cette raison que les centres commerciaux français dans les centres-villes et en banlieue adorent les touristes chinois. Les Galeries Lafayette ont fait 50% de notre chiffre d'affaires avec la clientèle française et 50% avec la clientèle touristique. Et qu'au sein de la clientèle touristique, la clientèle chinoise est notre première clientèle étrangère. Nous avons reçu l'année dernière beaucoup de clients chinois et notre chiffre d'affaires a augmenté de 40%. Notre première nationalité en termes de chiffre d'affaires détaxé est la Chine. Et les Chinois changent le portrait de la consommation. Si aujourd'hui on constate une forte évolution justement sur des marques
c'est bien que c'est une clientèle chinoise qui devient de plus en plus mode et qui prend du temps pour acheter les marques qui l'intéressent. Les marques de luxe ne sont plus au sommet de la liste des achats des touristes chinois. Maintenant, la consommation de marques spécialisées et de produits de milieu de gamme ont atteint de nouveaux sommets. Les dépenses lors des achats en magasin, en comparaison à celles pour le logement et la nourriture, sont en baisse. Je pense que c'est parce que les touristes chinois sont de plus en plus rationnels en matière d'achat. Ils s'intéressent plus aux loisirs et au divertissement, pas seulement aux dépenses. Les touristes chinois sont encore les plus grands consommateurs du monde, mais ce n'est plus seulement pour les biens. Ils veulent passer du temps à vivre une expérience pendant qu'ils sont en vacances. Du cinéma pour finir, la Chine est présente au Festival du film de Berlin grâce au réalisateur Yang Chao, dont le film Cross Current est l'un des 18 films en compétition pour l'Ours d'Or. L'une des actrices du film, Xin Zhelei, a confié être folle de joie à l'idée que la présidente du jury, la célèbre actrice américaine Meryl Streep, ait pu la voir jouer. Yang Chao mélange des éléments réels et surréalistes alors qu'il nous fait suivre la quête d'un jeune capitaine qui navigue sur le Yangtze pour livrer une cargaison mystérieuse. Il y croise, à chacune de ses étapes le long du fleuve, une jeune femme, qui est l'amour de sa vie. Et pendant son périple, il lit un recueil de poésie, tandis que l'écran affiche des vers de poètes chinois célèbres. Yang Chao explique que ce film est un poème d'amour en hommage au fleuve le plus long de Chine. C'est une grande tradition classique de la poésie chinoise, et les poètes successifs de la dynastie des Tang jusqu'à nos jours, mais aussi à travers les autres dynasties, ont tous utilisé les différentes approches pour parler du fleuve Yangtze. J'ai le sentiment de prolonger cette tradition poétique en me servant du cinéma. L'actrice Xin Zhelei, qui joue la femme mystérieuse, s'est dite folle de joie à l'idée que la présidente du jury, Meryl Streep, ait vu son film. Je suis vraiment heureuse et contente que Meryl Streep préside ce jury, car elle a toujours été mon icône, mon idole. Je la vénérais avant même de devenir actrice. Et avant de devenir actrice, j'ai vu l'un de ses films, et j'ai été vraiment touchée par son jeu dans le film. Et je suis vraiment chanceuse que mon idole voit mon film, me voit jouer, et j'ai le sentiment d'être l'actrice la plus heureuse du monde. Qin Rao, qui joue le capitaine du bateau, Gao Chun, n'est pas aussi heureux d'être aujourd'hui à Berlin. Pour moi, le Festival du film de Berlin est très important, car il y a 2 ans, j'ai présenté pour la première fois devant la presse celle qui est aujourd'hui mon épouse. Et à l'époque, nous attendions un enfant. Je devrais être avec eux à la maison en ce moment, car mon travail sur ce film a été éreintant. Mais j'ai parlé à mon épouse, et elle m'a dit de venir et d'aider à promouvoir le film. C'est pourquoi je suis ici. Mais ils me manquent très fort tous les deux en ce moment. Le Festival du film de Berlin se termine samedi par la remise des prix, et notamment du très attendu Ours d'Or. Et c'est la fin du monde de l'économie. Retour au plateau avec Elsa Surian. Merci beaucoup Jonathan, et l'heure est venue de nous quitter, mais c'est pour mieux nous retrouver dans 1h30 pour une nouvelle édition du journal. Excellente suite de programme sur notre chaîne.